Bon, je ne serai pas aussi technique que mes prédécesseurs, hein. Effectivement, donc Madame Claus a été particulièrement technique et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, ça va être un peu plus simple. Voilà, dans le cadre des audits de certification, on se retrouve régulièrement donc à devoir faire un point sur le document unique des entreprises. Et effectivement, donc je me suis dit, ça serait le bon moment pour intégrer auprès des entreprises le suivi de leurs mesures d'empoussièrement et la caractérisation de leur processus et la mise à jour de leur document unique. Voilà, donc je vais quand même démarrer par présenter un peu Global Certification. Donc, Global Certification, c'est une entreprise qui aura 30 ans l'année prochaine. Donc, initialement, c'était une entreprise qui avait été créée pour accompagner les entreprises dans le secteur du transport et de la logistique. Voilà, et c'est une entreprise qui a développé donc 2 activités, la certification et l'expertise, et effectivement, toujours au début sur le transport, la logistique, la manutention et la formation. Et aujourd'hui, donc effectivement, on a un gros secteur certification qui avait démarré avec la certification des organismes testeurs de CACES, voilà, puisqu'on se retrouve encore avec le transport et la logistique, qui s'est développé avec d'autres organismes de formation, la formation PCR, formation CSPS, formation DTI, ça c'est plus récent, voilà, la formation amiante. Notre dernier référentiel étant le référentiel Calliope, hein, qui est pour l'ensemble des organismes de formation qui souhaitent pouvoir bénéficier d'aide pour la formation professionnelle, pardon. Et effectivement, donc Global Certification est également certificateur des entreprises de traitement de l'amiante. Donc ça, c'est depuis 2014. Donc effectivement, on connaît très bien, j'imagine, Calibat et AFNOR, mais donc Global Certification est certificateur et donc accrédité par le COFRAC depuis 2014 pour la certification des entreprises de traitement de l'amiante. Actuellement, on a plus de 120 entreprises qui sont certifiées chez nous, donc ça représente à peu près 10% du marché des désamianteurs en France. Le sujet du jour. Donc, effectivement, je me suis inscrite dans une conférence particulièrement technique sur les mesures d'empoussièrement. Donc, je ne vais pas faire d'ombre au laboratoire. Je vais plutôt aborder le côté pratico-pratique des entreprises qui ont besoin des mesures réalisées par les laboratoires pour la mise à jour de leurs documents uniques. C'est bien parce qu'il y a la table ronde aussi qui avait fait une belle petite introduction. On est bien revenu au décret de 2012, voilà, et ce qui se passait aussi avant. Je crois que c'est le premier intervenant qui a bien parlé de la MOCP et de la méta. Donc, je vais l'aborder un petit peu. Mais effectivement, voilà, dans les mesures d'empoussièrement, des mesures d'air qui sont faites sur un chantier, on va trouver 3 grands types. On va trouver les mesures chantier qui sont les mesures environnementales. Donc, ça va être l'état initial, les mesures en cours de travaux qu'on va faire dans des points du bâtiment qui peuvent être impactés par les travaux. Ça va être des mesures en zone de récupération, en zone d'approche, des mesures en périphérie du chantier et les mesures de restitution. Donc, toutes ces mesures-là, généralement, on va les retrouver dans le registre du chantier. Voilà. Ensuite, en grande mesure qu'on va retrouver d'empoussièrement, ça va être les mesures d'évaluation du processus. Donc, c'est des mesures sur opérateur de type J qui font l'objet d'une évaluation initiale et ensuite de validation périodique, 3 sur 12 mois. Et les troisièmes mesures, qui restent encore des mesures sur opérateur, mais c'est des mesures de type K qui vont permettre de vérifier le respect de la VLEP. Donc, effectivement, le sujet, c'est que souvent, quand on va auditer une entreprise, on retrouve régulièrement le registre du chantier et toutes les mesures sont enregistrées au niveau du registre du chantier. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un retour d'expérience à faire pour l'entreprise et elle a un travail assez fort pour l'enregistrement de ces mesures sur opérateur à faire pour mettre à jour son document unique. Et effectivement, le suivi, dans le cadre du suivi de son processus, toutes ces mesures doivent être enregistrées auprès de son document unique. Donc, c'est ces mesures-là qu'on va regarder en particulier.
Alors, si je reviens en arrière, donc effectivement, je reviens sur le décret 2012-639 hein, qui a été modifié plusieurs fois, mais notamment aussi avec le décret 2015-789 du 29 juin 2015. Le décret de 2012 a intégré la grande notion de processus. Avant 2012, on avait deux types d'amiante en termes de risque pour le professionnel. C'était l'amiante friable et l'amiante non friable. Et ce qui était non friable, il était non friable parce qu'il était inscrit sur une liste. En 2012, il y a eu cette notion de dire non, on prend un processus. Un processus, c'est un triptyque, c'est un matériau traité, c'est un procédé de retrait pour ce matériau et c'est des équipements de protection mis en œuvre. Alors pour rappel, les équipements de protection mis en œuvre, c'est ceux qui relèvent des articles 108 et 109 du décret qui font référence à la brumisation, l'abattage à la source, l'aspiration à la source. Voilà. Suivant ce triptyque, on va avoir un processus qui va émettre plus ou moins de fibres. Et suivant l'empoussièrement attendu, on va le classer en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ce niveau, le classement de ces niveaux va avoir une incidence sur les EPI, les équipements de protection individuelle et les moyens de protection collective qui vont être mis en œuvre sur le chantier. Donc, c'est l'arrêté du 7 mars d'IEPI, l'arrêté du 8 avril 2013 d'IMPC. Donc, je ne vais pas redétailler complètement les arrêtés du 7 mars et du 8 avril, je pense qu'on les connaît bien aujourd'hui, mais c'était juste pour rappeler qu'effectivement, en fonction du niveau d'empoussièrement attendu, on va avoir potentiellement un appareil de protection respiratoire différent qui peut aller effectivement d'un simple masque à ventilation assistée avec filtre P3 jusqu'à une combinaison étanche intégrale, voilà, où effectivement on va adapter la durée de temps de travail, ce qui pourra avoir une incidence sur l'économie du chantier. De la même manière, donc l'arrêté du 8 avril d'IMPC, en fonction du niveau d'empoussièrement, on va devoir doubler le confinement, on va devoir secourir l'installation, on va devoir mettre plus d'extracteurs, puisqu'effectivement, on va devoir renouveler plus l'air. Donc, ça peut aussi avoir une incidence sur l'économie du chantier. Donc, c'est clairement le niveau d'empoussièrement attendu d'un processus qui va définir derrière, effectivement, les moyens de protection individuelle et les moyens de protection collective de ce chantier. D'où l'importance de bien connaître dès l'origine l'empoussièrement attendu du processus. Alors, la question, normalement, on la connaît, mais effectivement, comment on fait pour évaluer un processus? Donc, je rappelle la base du Code du travail qui indique que l'employeur, l'entreprise, doit estimer le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus. Alors, pour ce faire, il y a la note DGT du 8 décembre 2016 qui reprécise que ça peut être estimé à partir de scoles amiantes ou d'autres sources fiables. Donc, à chacun d'estimer ce qu'est une source fiable et de la présenter. L'employeur, donc, il estime le processus sur un niveau d'empoussièrement. Il retranscrit ce point dans son document unique et à partir de là, il va mettre en œuvre un programme de mesure en 2 phases, l'évaluation, la validation du processus. Alors, quel est le grand changement qui est intervenu en 2012 ? Je reviens sur ma slide précédente. C'est qu'effectivement, on parle de la transcription des résultats de cette évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique. Avant 2012, l'analyse de risque amiante est exclusivement faite dans le plan de retrait du chantier. Donc, on avait un chantier, on avait des risques liés à ce chantier, on avait des moyens des risques d'empoussièrement, on mettait des moyens de protection, et tout ça, c'était tracé dans le plan de retrait. En 2012, il a été décidé de remettre le document unique au centre de l'analyse de risque. Le document unique existe depuis 2001, c'est le document central de l'analyse de risque de toute entreprise en France. Et effectivement, d'y mettre l'analyse centrale de l'amiante dans ce document, c'était quelque chose d'assez logique. Mais aujourd'hui, on a encore tendance à considérer le plan de retrait comme la pierre angulaire effectivement, de l'analyse de risque amiante, ce qui est le cas pour le chantier. Le plan de retrait est la pierre angulaire de l'analyse de risque du chantier, mais le document unique reste la pierre angulaire de l'analyse de risque de l'entreprise et donc doit faire l'objet d'une mise à jour, d'un enregistrement et d'un suivi. Et pour ça, donc, on va s'appuyer sur le programme de mesure en 2 phases des processus.
Donc, si on en revient effectivement au code du travail, donc l'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré pour chaque processus et à cette fin, il met en œuvre un programme de mesure. Donc, dans un premier temps, l'employeur détermine son processus et estime l'empoussièrement attendu, le met en œuvre et à partir de là, à partir du moment où il le met en œuvre, il va établir une phase d'évaluation où il va faire un chantier test pour avoir un premier retour de mesure sur ce chantier, sur ce processus et ensuite une phase de validation. D'ailleurs, plusieurs phases de validation puisqu'il va continuer à devoir faire 3 mesures de validation par processus sur 12 mois glissants. Et on renouvelle régulièrement effectivement les validations. L'objectif de ces validations, c'est effectivement, enfin du chantier test et des validations, c'est de vérifier qu'effectivement un processus qui a été déterminé par l'entreprise et par l'employeur a un niveau d'empoussièrement qui est cohérent avec ce qu'on attendait, que ce niveau effectivement est maintenu et que potentiellement effectivement s'il y a un delta dans ce niveau, soit c'est parce qu'on a fait améliorer le processus, on a réussi à réduire son empoussièrement et ça formidable, c'est magique, continuons, allons de l'avant, soit effectivement bah non, il y a une erreur humaine à un endroit donné, il y a un problème avec le processus qui finalement n'est pas le bon et on va se retrouver avec un empoussièrement supérieur et là non, par contre il faut revoir effectivement l'analyse du risque. Dans le cadre de cette réévaluation du processus, donc on a parlé énormément de l'employeur qui doit estimer le niveau d'empoussièrement, mais on parle aussi derrière donc du programme qui doit être mis en œuvre et ce programme ne va pas être mis en œuvre seul. Il va être mis en œuvre avec le laboratoire. Donc, beaucoup des intervenants, alors effectivement, les laboratoires, vous êtes un peu parti pris cet après-midi, donc c'est logique que vous en fassiez part, mais j'ai bien entendu aussi les interventions pendant la table ronde où j'étais totalement raccord sur le fait que l'entreprise, l'opérateur et le préleveur doivent travailler main dans la main. Effectivement, le laboratoire a un réel apport à apporter à l'entreprise. Ça veut aussi dire que le laboratoire est présent, que le laboratoire accompagne l'entreprise dans l'établissement de la stratégie, que le laboratoire puisse vérifier ce qui se passe sur le chantier, puisse enregistrer chaque démarche du processus de l'entreprise. Mais derrière, il faut aussi que l'entreprise ait les billes pour comprendre ce que fait le laboratoire et puisse analyser ce qui se fait. Et ça, c'est un des points qui nous manque quand on va examiner les entreprises in situ. Donc voilà, le laboratoire, comme je dis, donc c'est un organisme accrédité pour la stratégie échantillonnage, les prélèvements et analyses. Donc, c'est vrai que pour évaluer un processus, on doit faire appel au laboratoire qui doit établir la stratégie échantillonnage et les prélèvements qui permettront d'avoir l'évaluation et l'analyse la plus fine possible et la plus représentative de l'empoussièrement et donc de l'exposition des travailleurs. Et ça, c'est là où vous devez être très attentifs et les entreprises et les laboratoires pour travailler ensemble, pour vous accorder sur les conditions de réalisation des chantiers qui vont permettre d'obtenir effectivement les analyses les plus fiables, qui vont permettre à l'entreprise d'une part de mettre à jour son document unique, de s'assurer que son évaluation des risques est intelligente et lui permet en plus de protéger ses salariés. Ce qui va demander aussi au laboratoire, eh ben, effectivement, d'accompagner l'entreprise dans le cadre du rapport final, hein, parce qu'effectivement, le laboratoire envoie un rapport final, mais les entreprises n'ont pas toutes le réflexe d'aller lire ce rapport et d'en avoir une analyse critique. Souvent, le laboratoire écrit des choses dans ce rapport. Il va écrire des choses qui relèvent de l'accréditation COFRAC. Il va aussi écrire des choses qui relèvent du fait que sur le chantier, le préleveur n'a pas vu mettre en œuvre les choses telles qu'elles étaient écrites dans le processus. L'entreprise qui reçoit le rapport ne lit pas forcément et ne voit pas forcément ces éléments-là. Et effectivement, pour elle, ça la surprend, puisqu'effectivement, son opérateur a forcément tout fait dans les règles comme elle l'avait écrit dans son plan de retrait, mais pour autant, bah, le jour J, le laboratoire n'a pas forcément vu les choses mises telles qu'elles devaient être écrites. Après, il y a aussi des fois, il y a des erreurs entre ce qui a été écrit et ce qui est réellement mis en œuvre. Donc, il faut vraiment que l'entreprise, quand elle reçoit son rapport final, donc déjà, il faut qu'elle le reçoive, donc qu'elle n'hésite pas à le réclamer. Et quand elle le reçoit, il faut vraiment qu'elle ait une analyse critique de ce rapport, qu'elle vérifie s'il y a des écarts entre la stratégie établie et celle mise en œuvre et est-ce qu'elles sont légitimes, est-ce que la sensibilité analytique est respectée, est-ce qu'il y a des écarts entre le processus inscrit dans la stratégie et celui effectivement mis en œuvre par ses salariés. Voilà. Mais il faut aussi que l'entreprise ait une analyse critique vis-à-vis des résultats précédents du processus. Voilà. Et c'est l'ensemble de cette analyse critique qui va être faite par l'entreprise qui va lui permettre de définir si elle peut exploiter ou non les résultats dans son document unique.
En conclusion, c'est assez rapide, hein, je ne sais pas où j'en suis, mais en conclusion, donc, s'il fallait redonner une petite to-do list aux entreprises sur comment on fait en pratique pour la mise à jour du document unique, on repart effectivement du processus. Donc, on élabore un nouveau processus, donc qui est effectivement le triptyque matériaux, techniques, MPC. Donc, MPC, je rappelle que c'est ceux qui sont dans le code du travail, brumisation, abattage, aspiration à la source. Ce nouveau processus, on estime l'empoussièrement attendu, donc on va se baser sur des références comme la base de Schola ou d'autres sources fiables. Quand je dis on, pardon, c'est l'employeur, hein, l'entreprise. L'employeur qui va vouloir mettre en œuvre ce processus va faire élaborer une stratégie de prélèvement par un laboratoire accrédité et en concertation avec lui pour s'assurer de la représentativité de sa mesure vis-à-vis de l'activité réelle de ses travailleurs. Ensuite, les mesures vont être faites à l'occasion de la mise en œuvre du tout premier chantier qui s'appellera le chantier test. Donc, voilà, des mesures de type J, évaluation de processus qui seront faites ensuite 3 sur 12 mois. À partir de là, il y a un rapport final qui est transmis par le laboratoire à l'entreprise. L'entreprise reprend ce rapport, l'examine, l'analyse, le dissèque, examine si effectivement la mesure réalisée peut être exploitée dans le cadre de son document unique et met à jour son document unique en conclusion, en cohérence, pardon. Juste, voilà, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'effectivement, le registre chantier, c'est une chose. Effectivement, quand on va auditer une entreprise, le registre chantier est présent, tout est lisible, mais souvent, on n'a pas récupéré les analyses pour les enregistrer à proximité du DER, parce qu'effectivement, le DER a besoin de ces enregistrements. Et l'autre caractéristique, c'est aussi d'enregistrer les analyses de suivi sur opérateur pour assurer le suivi de l'exposition des salariés. Voilà. Voilà, C'est simple. merci. Hein. Comment? C'est pas simple comme exercice. Non, mais c'est bien fait, donc avec talent. Donc, Elvire, vous maîtrisez bien le sujet et c'est un plaisir. Merci à vous pour cette présentation. C'est un peu terrible parce qu'en vision, il n'y a pas d'applaudissements, mais je vous assure que si ça avait été en réel, on aurait applaudi avec grand C'est plaisir. gentil, c'est gentil. Mais c'est vrai, on se sent seul face à un écran, hein, c'est très bizarre. C'est l'exercice qui vaut cela. Néanmoins, on a des questions. Je vois, on a un grand plaisir d'avoir Je vois l'INRS. qu'Anita est en train Voilà, d'écrire. Anita, l'INRS qui nous suit, Anita Romero Ario, qui nous suit. D'ailleurs, j'ai partagé une remarque qu'elle venait de faire à tout le monde, précisant que l'INRS a sorti un guide Ouais. avec la DGT, l'OPPBTP et la CNAM pour aider les entreprises à évaluer les niveaux d'empoussièrement et les processus. Donc, si vous partagez des choses, partagez-les bien avec tous les conférenciers et les Merci participants. Anita. Voilà, merci Anita. Il y a une question de Marie-Françoise qui dit ma question était plutôt pour Madame Je connais Taubois. Madame de Bessier, oui. L'environnemental eau peut-elle remplacer la méta opérateur K lorsqu'elle n'est pas exploitable pour montrer que le niveau d'empoussièrement de la zone n'est pas supérieur à celui qui a été estimé? Alors, là, je ne vois pas, le niveau d'empoussièrement de la zone n'est pas supérieur à celui qui est estimé. Moi, pour ma part, effectivement, non, ça ne remplace pas. Alors, effectivement, il y a toujours l'analyse de risque qui prévaut. Il est toujours bon d'avoir une analyse de risque intelligente plutôt que de ne rien avoir du tout. Et qu'effectivement, quand on a une mesure qui permet effectivement d'avoir un empoussièrement à un endroit donné, il faut l'utiliser effectivement pour se rassurer. Pour autant, ça ne permettra jamais, une mesure eau ne permettra jamais de mesurer, de vérifier le respect de la valeur limite d'exposition des opérateurs. Les opérateurs, pour vérifier le respect de la valeur limite d'exposition, ça restera toujours des mesures de type K ou éventuellement les mesures de type J qui sont les mesures effectivement de validation des processus. Donc non, la mesure de type eau va peut-être rassurer pour se dire si elle est à 0 FIP par litre, tant mieux, mais elle ne remplacera pas effectivement, réglementairement, elle ne peut pas remplacer la mesure de type K ou la mesure de type J. Oui. J'avais une question. Combien de visites in situ vous faites? À quel rythme
vous parliez tout à l'heure que vous alliez voir les entreprises effectivement Alors, régulièrement. c'est pas, alors moi, ça m'arrive d'y aller personnellement. Il y a certains clients qui me reconnaîtront. Mais sinon, effectivement, donc les entreprises doivent faire l'objet d'un audit à minima 1 si elles sont moins de 9 salariés, 2 par an si elles sont plus de 9 salariés et jusqu'à 3 si elles sont plus de 100. Donc, les entreprises, nous, on va les voir qu'une à 2 fois par an. Ouais. Mais par contre, au quotidien, alors chez Global, puisqu'on a 120 entreprises, c'est environ 2 audits journaliers en entreprise. Ouais. Il y a Fabien qui dit bonjour, mais il faut Bonjour poser votre Fabien. question, Fabien. Le document unique d'évaluation des risques, est-ce que c'est une cause fréquente de retocage en termes de certification des entreprises finalement Non, sur lequel... non, dans les faits, non, c'est pas une cause de retocage dans le sens où la certification est une certification de produit. La certification amiante est une certification de produit. Donc à la fin, ce qui compte, c'est que ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit sur le chantier, ce qu'on voit mis en œuvre, c'est que les salariés sont en sécurité, que les moyens sont présents et sont mis en œuvre. Et effectivement, le documentaire n'est pas la première cause pour retoquer une entreprise. Ce serait dommage. Par contre, effectivement, il y a un manque pour certaines entreprises, effectivement, d'exploiter toutes les analyses, parce que peut le dire, c'est un coût, hein, c'est pas négligeable les analyses d'air. Je pense qu'il y a effectivement pas mal de maîtres d'ouvrage qui se plaignent de dire aux entreprises qu'elles en font beaucoup, même si on me dit non, les maîtres d'ouvrage ne se sont jamais plaints. Les entreprises, effectivement, elles le voient bien aussi sur leur devis que le coût des mesures est élevé et c'est légitime aussi parce qu'il y a un travail fort qui est fait derrière. Mais ces analyses, pour le coup, elles peuvent aider les entreprises à mettre à jour effectivement et leur document unique et comment ça s'appelle, leur évaluation des risques. Donc effectivement, il faut qu'elle s'appuie dessus pour ce faire. Il n'y a pas de voilà. Alors, on a un peu trop tendance à ranger effectivement les analyses dans le registre du chantier, à se dire le chantier est fini, tout va bien. Et il faudrait les exploiter plus pour la mise à jour effectivement de l'analyse de risque générale de l'entreprise. Voilà. Fabien a posé enfin sa question. Oh, Le QR 2020 indique que la mesure K n'est pas réglementaire, annexe 3. Cette mesure ne peut être utilisée pour vérifier l'exposition et le respect de la VLEP, selon moi. on Qu'en est mal barré. pensez-vous? Alors, j'ai pas la réponse, Fabien, par contre. Ouais. Effectivement, donc je suis moins calée que vous sur le QR 2020. Je suis moins calée que tous mes interlocuteurs de l'après-midi sur le QR 2020. Mais effectivement, le QR 2020 va m'amener à une grande lecture ce soir. Ok, voilà. Donc Et Fabien, je vais tous les interroger hein, après. on peut pas vous répondre. Peut-être vous pourrez aller voir dans la salle. C'était Rofin qui avait parlé Eurofins, de ouais. Cléa. Oui, donc tout à l'heure, après ces présentations, il y aura un nouveau où vous pourrez aller dans les salles pour discuter avec les intervenants. Voilà. Donc Pas de souci, Fabien. Vous ne me mettez pas mal à l'aise. Il m'a envoyé un message. euh, voilà. Elvire Taubois pour Global Certification. Un grand plaisir de vous avoir eu pour cette première fois